Alors, après avoir repoussé Mars, le navire d'Elbaf est prêt à partir. Attends, je crois qu'il y a Totonbar qui nous avait dit un message, j'avais vu. Alors, je demande si Luffy, pardon, va réussir à endommager les ailes de Mars pour faire écho à ce color spread. Attends, je sais pas si ça va passer. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a... C'est vrai que ce color spread, c'était il y a un petit moment. C'est vrai on en avait parlé justement avec le fait que Sanji avait sur son bouclier un, je sais pas, un cheval, voilà, et que Zoro lui avait un oiseau. Du coup, ça pouvait sous-entendre de savoir qui allait affronter qui. Euh, Est-ce que je peux vous le montrer rapidement, les gars? Vas-y, je vous le montre en deux secs. Donc voilà, ce color spread. Donc on voit Luffy qui, justement, avec sa pointe, attaque un petit peu le bouclier de Zoro. Et du coup, on voit un petit peu une égratignure sur l'aile de Mars. Euh, Si je devais émettre ma propre théorie par rapport à ça, malgré que ce serait quand même un très beau foreshadowing, je ne pense pas du tout qu'il puisse être en mesure d'endommager l'aile de Mars parce que déjà, on va le voir dans le chapitre, je ne sais pas s'il l'a déjà dit, mais on va le voir dans le chapitre, il considère tous les Gorosei comme étant des personnes immortelles, dans le sens où à chaque fois qu'il les tape, ils se régénèrent, ce qui est assez facile à deviner. Et pour moi, il y a très peu de chances que là, dans cet arc, comme je vous l'ai dit, il reste à peu près que 4 chapitres. Dans les 4 chapitres, s'il arrive à faire des dommages... Déjà, si Mars arrive à revenir, déjà, c'est déjà pas mal. Mais juste le fait qu'il puisse ouais, revenir et qu'après, il y a un autre combat où justement, il lui fait des dégâts. Je pense pas... Après, ça pourrait être une belle symbolique et je me dis peut-être qu'avant de partir, il lui fait des dégâts et après, il part. Mais je pense pas que Mars soit la bonne personne. Moi j'aurais bien vu des dégâts peut-être à Saturne, parce que voilà, c'est peut-être le moins puissant, et ça justifierait peut-être pouvoir faire des dégâts. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, le côté immortalité, le côté présentation, comme les empereurs, comme Kaido, la construction, je doute que pour l'instant ce soit possible, même si, comme je vous l'ai dit, c'est que mon avis, et c'est totalement possible au final. C'est juste mon avis pour l'instant, d'après les informations qu'on a eues. Après, effectivement, le foreshadowing serait joli. Mais je pense quand même que pour l'instant, c'est impossible. Par contre, ce qui est très possible, et là où le foreshadowing serait très très fort, c'est que ça arrive, mais pas tout de suite. Que ça arrive, mais à la fin, quand on redécouvre leurs points faibles, quand on a la guerre finale, que Luffy arrive par exemple, et que Mars veut s'interposer et tout, un peu comme là, tu vois, et qui pense que Luffy n'a pas assez progressé pour pouvoir lui faire des dégâts, parce que voilà, il s'est souvenu de Egghead et il s'est dit ouais, de toute façon Egghead il a rien pu faire, donc voilà, je vais me mettre entre lui et la cible de Luffy, et comme ça au moins je m'interposerai. Et du coup, lui, en ayant découvert le point faible, il arrive à lui faire des dégâts à l'aile et à réussir à le passer, tu vois. Du coup, ça ferait vraiment une image magnifique. Je préfère le voir comme ça pour l'instant que de voir Luffy réussir à le blesser tout de suite. Ce serait peut-être un peu dommage. Je pense que le Gorosei, c'est mieux si on garde un petit peu cet esprit d'immortalité, d'ennemis trop trop forts. Tu vois. En tout cas, pour l'instant. Évidemment, que pour l'instant. On continue. On a. Donc on a Luffy qui demande. Qu'est-ce qu'il demande Luffy? Où sont Usopp et les autres? Donc ça c'est bien. Je crois qu'on l'a. Il s'est inquiété déjà dans le précédent chapitre. Il s'est inquiété de savoir où étaient ses Nakama. Il disait ouais, où est Chopper, où est machin, où machin. Donc ça c'est cool. C'est cool qu'il y pense parce que pendant tout ce temps il était en détente, il courait partout et tout. Et c'est que maintenant qu'il se demande, mais au moins il les a pas oubliés. Et du coup, Sanji répond qu'ils sont en retard. Nous ne voyons pas le groupe de Nami, Zoro, Jinbei ou Nujuro dans ce chapitre. Donc voilà. Là, s'ils sont en retard, c'est soit parce qu'ils attendent Zoro et que Zoro retient Venujuro, ce qui est totalement possible. Et d'ailleurs, je vois bien Zoro faire une attaque à Venujuro qui lui permettrait de l'expulser un petit peu en arrière. Ou peut-être Luffy parler à l'escargophone pour leur dire que voilà, il faut l'envoyer loin, ça sert à rien d'essayer de leur faire des dégâts, ou même Sanji lui dire ça, et que du coup le Zoro le fait, puis après il monte sur le bateau, coup de burst et il part. Je pense que c'est ça.
Et d'ailleurs, il y a aussi une autre chose à voir, c'est le fait qu'il puisse tomber. C'est-à-dire que pour tomber, il faut absolument que la zone soit dégagée, entre guillemets. C'est ce que justement Nami voulait dire à Sanji dans le précédent chapitre, si je ne me trompe pas. En tout cas, dans les précédents chapitres. Et du coup, ils auront besoin qu'on leur dégage la zone et tout. Donc je pense qu'en plus de s'occuper des Gorosei, il va falloir s'occuper aussi un petit peu de, du Buster Call de la marine. Donc voilà, on continue. Donc le navire d'Elbaf est prêt à partir, donc ça on l'a vu. Donc Atlas dit à Sanji et aux autres qu'ils doivent d'abord aller faire quelque chose. Donc voilà, c'est ça que je vous disais qui m'a inquiété dans le fait que ils vont pas partir tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Atlas, puis elle dit à Lilith dans sa tête que York est capable de suivre leurs mouvements maintenant. Atlas est sur le point de dire ce qu'il doit faire, mais la scène a changé. Donc voilà. Pour vous expliquer grossièrement ce que ça veut dire, ce que ces phrases veulent dire, c'est tout simplement que, comme a été dit précédemment, on a donc York qui peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils pensent, il y a l'espèce de synchronisation qu'ils avaient dit avec le Punk Record, ce qui permettrait justement de localiser exactement l'endroit. On va dire que c'est comme un routeur, tu vois. C'est comme ton téléphone, tu vois, quand tu se connectes à un routeur, bah tac, t'as la localisation du routeur et tout, donc on peut voir à peu près où ils sont géographiquement. Et ça, c'est un gros problème parce que ça veut dire que le Gorosei pourrait très facilement les suivre de manière intempestive. À Elbaf pourrait les suivre même beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment chiant. Pourquoi ? Parce que s'il les suit partout, frère, on va pas être tranquille. Surtout que, comme on l'a vu, c'est vraiment des nuisibles dans le sens. En plus, c'est marrant. C'est eux qui traitent les gens d'insectes, mais là, c'est eux les nuisibles. C'est-à-dire que tu essayes de t'en débarrasser de toutes les manières et t'arrives pas parce que voilà, ils sont quasi immortels. En tout cas, avec les choses qu'on utilise actuellement. Donc voilà, on revient vite fait sur Atlas et Lilith. Et le délire, c'est que là, très clairement, si leur but c'est d'aller au laboratoire, c'est pas pour rien. Si leur but c'est d'aller au laboratoire, c'est pour une raison très très précise. C'est parce que ils veulent désactiver justement la synchronisation au Punk Records. Et ce qui est bien, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est que du coup, Edison, si je ne me trompe pas, il faisait pas partie des gens connectés, en tout cas aux dernières nouvelles. Pourtant, il faisait pas partie des personnes mortes. Donc potentiellement, lui-même a désactivé sa propre synchronisation au Punk Records. Et là, ça soulève beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'ils désactivent leur synchronisation au Punk Records, ça veut dire qu'ils n'auront plus accès à toutes les données. Ça veut dire que le vrai Vegapunk sera York à partir de maintenant. Et ça, c'est un gros problème, parce que ça voudrait dire que tout le savoir de Vegapunk, le message, tout ça, s'arrêtera à la fin de Egghead. Et c'est ce que je pense, en tout cas, je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on aura les Vegapunk avec potentiellement une très grande intelligence par rapport à ce qu'ils ont acquis et étudié, mais par contre, ils n'auront pas la synchronisation directe avec le Punk Records qui rassemble le savoir du monde entier. Donc ils seront très intelligents, mais il leur manquera énormément d'informations. Et ça, c'est un gros problème pour la suite, parce qu'on avait besoin de Vegapunk pour, je sais pas moi, les aider à décrypter pas mal de choses, à analyser potentiellement les récits anciens dans la tête de Vegapunk, ou même ouais, je sais pas, le côté scientifique de l'œuvre, hein, avec les fruits du démon, etc., etc. Tu vois, tout le côté scientifique, ça aurait été très très important de les avoir, et ça aurait apporté vraiment énormément à l'équipage des chapeaux de paille. Mais je pense que si Oda a fait ça, il l'a bien fait dans un sens, parce que c'est quelque chose qui aurait pu nuire à la narration, parce que justement ils auraient pu dire ouais, mais pourquoi ils se sont pas synchronisés avant Punk Records pour découvrir ça, si Vegapunk était au courant, etc., etc. Pourquoi il leur dit pas toute la vérité, etc., etc. Alors que là, on le voit, c'est beaucoup plus logique de leur enlever justement cette connexion. Alors, grave stylé l'idée de la déconnexion au Punk Records. Je vois pas le tome se terminer par une simple fuite. Il y a une grosse dinguerie qui arrive. Robot, Buster Call, Motherflame. On va en discuter. Je pense que pour moi, ça va mal se terminer en un sens. Vous allez voir pourquoi. Mais c'est vrai que ce sera pas une simple fuite, mais
Mais je pense qu'on va perdre pas mal de choses. Mais vous allez voir. On finit avec les informations, comme ça on peut parler, parce que justement il y a des trucs qui sont pas encore arrivés, je crois qu'on a qu'à la moitié, ouais, on a qu'à la moitié. Donc on va accélérer, on va accélérer. Ok, donc est-ce que j'ai tout lu? Donc voilà, je vous ai tout expliqué par rapport à l'élite et Atlas, mais pour moi, je vous tease direct, je pense que il y a très peu de chances qu'ils s'en sortent. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors l'ancien robot géant se lève et la transmission, donc le diffus escargophone, à l'intérieur reprend le message de Vegapunk et nous pouvons entendre certains de ces mots, mais il y a des petites interruptions dans la transmission. Donc le message qui dit la chose qui a été héritée peut être appelée un testament. J'espère que ce message atteindra ceux qui sont influencés par la cause. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, des infos mais pas d'infos. Du grand Oda. Il nous donne plein d'infos, donc voilà, là c'est que des théories qu'on pourrait émettre. Et pourtant, le résultat veut que ça ne nous avance pas à grand chose, parce que voilà, on savait qu'il y avait un message depuis très longtemps. On aimerait bien juste savoir c'est quoi. Euh, le côté testament, on le savait un petit peu, parce que voilà, Joey Boy a demandé sûrement d'accomplir la mission par rapport à Poséidon, enfin tout ce qu'il avait promis de faire pour la liberté du monde, etc. etc. Je pense qu'il l'a transmis, exactement comme ce qu'on va voir par rapport au robot et ce qu'il a dit au robot. Donc je pense que tout ça a été des souhaits qu'il voulait accomplir, et ça fait partie du rêve de Joey Boy. On continue, les réactions se multiplient dans le monde entier lorsque les géants voient par contre, lorsque les gens voient Vegapunk réapparaître sur les écrans. Sur Whole Cake Island, Katakuri et les autres se demandent de quoi il parle. Vivi et Morgan sont en état de choc en voyant que la transmission est revenue. Et enfin, nous pouvons voir la réaction de Gaimon et Sarfunkel au message de Vegapunk. Ça, c'est une théorie de malade, les gars, parce que quand on analysait ça au tout début, vraiment au tout début, hein, quand on voyait quelques personnes de trucs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais déjà à l'époque, vous allez voir, Oda va faire en sorte de ramener toutes les personnes qu'on a pu croiser dans le manga, et il y a même Gaimon qui sera là, tu vois, j'avais dit ça. Il est vraiment là, alors qu'il n'y a pas d'escargophone, c'est une dinguerie. Et du coup, ça explique un petit peu la vision qu'a Oda. En vrai, les gars, c'était vraiment totalement logique. Ça, c'était vraiment prévisible de ouf. Normalement, tout le monde, vous deviez le savoir. Parce que je sais, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent Oda sur le fait qu'il veut pas voir ses personnages mourir. Mais là, c'est vraiment l'unique et la seule raison primordiale, en tout cas pour lui, de pas tuer ses personnages. C'est vraiment pour les réutiliser. Et en plus, le pire, c'est ce que les gens kiffent le plus. De revoir des personnages, de revoir l'évolution de One Piece, de voir qu'il y a un monde derrière qui vit, même quand on voit que, par exemple, l'histoire principale, tu vois, là, on voit que Gaimon, bah, les années sont passées, etc., etc. Et d'ailleurs, Starfunkel, si je me trompe pas, c'est pas quelqu'un qui est coincé dans le coffre de Gaimon, mais en mode meuf dans un tonneau, je crois, non? Je crois qu'il y a quelqu'un coincé dans un tonneau, et lui, il est coincé dans un coffre, je crois, c'est un truc comme ça, je crois. Si je me trompe pas, on verra de toute façon. Mais tout ça pour vous dire que voilà la raison pour laquelle Oda tue pas ses personnages, et c'est une masterclass. C'est 1000 fois mieux de faire comme ça que d'avoir tué ses personnages tout au long de l'histoire, tu vois. Sinon c'est nul, au contraire c'est mieux que ces personnages voient l'évolution d'autres personnages, donnent leur avis, etc. par rapport à leur caractère et tout. Moi je trouve que tout est vraiment bien fait et qu'il a vraiment fait une masterclass tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mars, comme ils n'ont pas de Denenmushi, mais par exemple, c'est pas Mars, mais comme ils n'ont pas de Denenmushi, ils ne sont pas au courant de la diffusion mondiale PTTR. Ouais, je pensais que je l'avais lu, mais je m'en souvenais. Alors, retour sur l'île de Deckhead. York explique aux autres, non, aux 5 doyens plutôt, que le Denenmushi, donc le diffus escargophone, utilise des circuits distincts pour la transmission et le stockage de mémoire. La seule façon d'arrêter définitivement la diffusion est donc de la détruire complètement. Donc voilà. En gros, on va dire qu'il y a, vulgairement vraiment, on va dire qu'il y a 2 câbles. Il y a un câble pour le stockage de la mémoire et un câble pour le côté diffusion du message. Et du coup, bah, tout simplement, il faut endommager le câble pour la diffusion du message.
tout en gardant intact le côté mémoire de Vegapunk. Donc là, encore une preuve que le cerveau de Vegapunk ne peut pas être détruit à cause de ce côté protection qu'ils ont envers le, le côté mémoire, etc., etc. Donc là, on voit très bien qu'ils ont essentiellement besoin du savoir de Vegapunk et qu'au final, ils vont tout faire pour le protéger. Et York est quand même hyper efficace chez les Gorosei. J'aurais préféré l'avoir dans les alliés parce que j'ai l'impression elle est même plus efficace que les autres Vegapunk. Quand on voit les plans qu'elle a manigancés, etc., elle a été vraiment très très forte. Très sournoise, très très forte. Donc voilà, masterclass, mais c'est une connasse, quoi. Alors on continue. Jupiter envoie les agents du Cypherpole et les séraphins sur le cuirassé de la marine. Donc là, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quand il a aspiré et on pensait qu'il les mangeait et en fait il les a juste stockés dans sa bouche, il les a déplacés et là il envoie tout le monde sur les navires. C'est pas mal, franchement c'est pas mal s'il a fait ça, parce que déjà manger des humains c'est bizarre. Même pour un grossé c'est bizarre. Et là le fait qu'il l'ait fait pour les transporter, parce que voilà, ils sont trop lents, etc. et que voilà, il préférait s'en charger que de les laisser traîner. Ça montre pas qu'il les aime d'un côté, c'est pas du tout ça, au contraire, ça montre juste que il sait garder sa force armée de son côté et il l'a très bien fait au final. Donc franchement, je le voyais pas comme ça, mais du coup, si. Malgré que ce soit des insectes, il les a sauvés parce qu'ils pouvaient leur servir. Donc pas mal. À part si Jupiter, c'est un traître parmi le Gorosei et qu'au final, il refuse de voir des gens mourir. Ce qui pourrait être totalement vrai et ce serait ouf. Mais s'il y a un traître parmi le Gorosei, imaginez, il y a un traître parmi les Mugiwara, ce serait fou. Ce serait fou. Ce serait vraiment fou. Mais bon, peu importe. Alors, puis Jupiter commence à aspirer le vaisseau d'Elbaf. Donc voilà, il commence à aspirer le vaisseau d'Elbaf. Ça veut dire que vraiment, ils vont tout faire pour les retenir. Donc on a vu que tout le monde attaquait le vaisseau d'Elbaf. On a vu d'abord Mars qui s'est fait envoyer, ensuite Jupiter qui l'aspire pour éviter qu'il s'enfuit. Et après, vous allez voir, c'est pas fini. Donc il y a Luffy qui saute sur le rivage et frappe le visage de Jupiter pour l'arrêter. Mais alors que Luffy frappe Jupiter, Walkyrie le dépasse et saute sur le navire d'Elbaf. Walkyrie est sur le point de le percuter. Donc voilà. On a vu que Luffy a dû charger de Jupiter et que Walkyrie a pris les devants et a sauté directement sur le navire d'Elbaf. Donc voilà, encore une preuve que là, pour se débarrasser d'eux, là, ça va être compliqué de ouf. Hein. Ils sont hyper collants et ils sont pas prêts de lâcher l'affaire. Donc ça, je suis choqué un peu. Donc on continue. Luffy, oh non, le sanglier arrive, attention, la tête de ce type est super dure. Donc il y a Brogy, donc voilà, ça c'est ce que je disais par rapport à sa tête. Luffy, encore une fois, parle, tu vois, de la résistance de comment il s'appelle, Walkyrie. Du coup, ça montre encore une fois que Luffy prend vraiment au sérieux la puissance de Walkyrie. Donc, il prévient tout le monde que sa tête est hyper dure et que personne, normalement, hein, non, on ne sait pas encore, mais normalement, personne ne pourra lui faire de dégâts, en tout cas pour l'instant. Ensuite, on a Brogy. Ce type a l'air d'avoir des ennuis. Bougeons-le. Non, bougeons ou il va casser notre bateau en morceaux. On peut voir que Bonnie est redevenue une enfant après l'extra large Nika Punch qu'elle a utilisé. Donc voilà, en tout cas pour Bonnie, c'est confirmé. On l'avait dit quand même hier. Mais pour Bonnie, c'est confirmé. Enfin, les gars. Son pouvoir n'est pas cheaté de ouf, comme tout le monde le pensait, hein, moi le premier, mais heureusement, je priais pour que ça se passe comme ça, parce que s'il était vraiment trop cheaté et qu'il n'y avait pas, qu'il y avait pas de limite à son fruit, je veux dire, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait quoi de tout ça? On aurait fait quoi d'une personne trop cheatée qui a la même puissance de Luffy? Ça aurait été compliqué, tu vois. Donc heureusement, là, Oda a mis un peu des limites d'endurance sur la capacité de son fruit, pardon, et Mars a ajouté aussi que c'était qu'une vulgaire copie grâce au Toshitoshinomi et que c'était pas du tout l'équivalent de Nika, tout simplement. Donc ça, c'est super stylé parce que voilà, enfin les gars, on peut dire que voilà, il n'y a pas de deuxième Nika.
Il n'y a pas de dualité ancienne entre un Nika mâle, un Nika femelle ou je sais pas quoi. Voilà, ça c'est terminé. Il y a un Nika, point barre, et il y a quelqu'un qui aime bien Nika et qui a envie de lui ressembler, tout simplement. Donc voilà, qui limite, tout simplement. Et ça s'arrête là. Et je trouve ça beaucoup mieux comme ça.